Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses ce soir à ce premier conseil municipal. Donc je vais ouvrir ce conseil municipal du 8 avril 2026. Je vais tout d'abord commencer par l'appel. Laurent Baolet. Claire Ben-Simon. Présente. Gwenaëlle Bierry, donc absente, procuration à Claire Ben-Simon. Gabrielle Bolou. Présente. Solène Boulanguet. Présente. Philippe Burban. Franck Chanvril. Présent. Sylvie Cornoux. Présente. Julien Destremont. Présent. Christelle Fénéon. Présente. Michael Gouillec. Présent. Philippe Harel. Présent. Gwenaëlle Herouette. Présent. Sylvie Ista. Annelle Joliffe, donc forcément je suis là. Gilles Jourdain. Présent. Alors Anne Cardeluet-Furic, absente, donne procuration à David Leport pour ce soir. Xavier Lebrise. Présent. Sylvie Ledouéron. Présente. David Leport. Présent. Jean-François Mélin. Nicolas Montfort. Morgane Naour. Christophe Noger. Présent. François Plouette. Présent. Sandrine Quentin. Laurence Riwal. Présente. Armel Rousseval. Kevin Sinic. Je vais demander qui se propose d'être secrétaire de séance pour ce conseil. Kevin ? Ok, parfait. Alors, je vais tout d'abord commencer par annoncer l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer par l'approbation des procès-verbaux des séances du 11 février 2026 et du 20 mars 2026. Ensuite, nous irons sur le compte rendu de la maire au conseil municipal par rapport aux décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération numéro 031-2020 en date du 16 juillet 2020. Second point, donc au niveau des instances, la délégation du conseil municipal à la maire. Ensuite, fixation des indemnités des élus. Création et composition des commissions municipales. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Détermination du nombre de membres au CCAS. Désignation des membres au conseil d'administration du CCAS. Désignation des membres à la commission communale des impôts directs. Nomination des représentants de la collectivité au sein du comité social territorial. Désignation des délégués aux organismes extérieurs. Désignation au correspondant défense. Désignation du représentant permanent à la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Nomination des représentants à l'Agence France Locale Garantie d'Emprunt 2026. Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'association des parents d'élèves de Kermoulin. Ensuite, nous avons la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux. Il faut juste savoir que cette délibération sera retirée à l'ordre du jour du Conseil. Et nous terminerons sur les points, par le point handicap, sur l'agenda d'accessibilité programmée, le rapport annuel 2025. Et ensuite, nous aurons les questions diverses. Et pour terminer, nous aurons le quart d'heure citoyen. Donc voilà en ce qui concerne l'ordre du jour. Alors, je rappelle que le conseil municipal est filmé et retransmis sur notre page YouTube à partir de vendredi. Voilà. Okay. Alors, nous allons commencer par l'approbation des procès-verbaux des séances du 11 février 2026 et du 20 mars 2026. Donc, il est proposé au conseil municipal d'arrêter les procès-verbaux de ces deux conseils-là. Par rapport à ça, y a-t-il des remarques par rapport à ces conseils? Non. Donc, on approuve à main levée? Oui. Qui approuve les procès-verbaux? Ok. Alors, premier point que l'on va aborder, le compte rendu de la maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération numéro 031-2020 en date du 16 juillet 2020.
Donc j'informe le conseil municipal des décisions qui ont été prises en matière de marché public. Un marché public a été lancé pour une étude préopérationnelle d'aménagement du centre-bourg, rue Cécile Ravalec. 43 entreprises ont retiré le dossier. 9 offres ont été déposées. La date limite de remise des offres était fixée au 5 septembre 2025. Après analyse des candidatures, l'entreprise Sinopia a été retenue pour un montant de 49 500 € hors taxes, soit 59 400 € TTC. Contrat signé en date du 5 février par Marie-Louise Grisel, maire, en vertu de la délégation du conseil municipal par délibération numéro 031-2020 du 16 juillet 2020. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de se porter à connaissance. Alors, nous allons maintenant passer à la délégation du conseil municipal à la maire. Donc, vous avez tous eu par mail les 31 points qui sont présentés. Hop. Donc, par rapport à ça, y a-t-il des questions? Non, pas de questions? OK. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de déléguer à Madame la maire, donc à moi-même, pour une durée du mandat, les attributions telles que définies à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ci-après, et de décider qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le premier adjoint. Alors là-dessus, je vais vous demander de voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Ensuite, point suivant. Donc, qui concerne la fixation des indemnités des élus. Donc, je rappelle le cadre légal encadrant les indemnités des élus. Code général des collectivités territoriales et lois récentes, ainsi que les règles de fixation de ces indemnités par le conseil municipal, dans la limite d'une enveloppe globale maximale fixée à 10 065,02 € par mois. Je précise que ces indemnités compensent les contraintes liées au fonctionnement électif et qu'elles peuvent être définies pour toute la durée du mandat en pourcentage de l'indice brut terminal 1027. Compte tenu de la population de la commune, à savoir 6 912 habitants et des délégations accordées, il est proposé de fixer les indemnités comme suit, avec effet au 20 mars 2026 pour la maire, les adjoints, les conseillers délégués et 15 mars 2026 pour les conseillers municipaux. Le maire, 53% de l'indice, au lieu du maximum qui est fixé à 58,3%, soit un montant brut de 2178,58. Pour les 8 adjoints, qui sont au nombre de 8, 19,12%, soit 785,93 € brut par mois. Pour les 2 conseillers délégués, 8,5% de l'enveloppe, soit 349,39 € brut par mois. Et pour l'ensemble des conseillers municipaux, donc à savoir pour les 18, environ 1,2%, soit 49,74 € brut par mois. Les indemnités seront versées mensuellement et revalorisées selon l'évolution du point d'indice de la fonction publique. Je précise également que les conseillers délégués pourraient légalement percevoir une indemnité équivalente à celle des adjoints, mais cela n'a pas été retenu ici. La commune ne sollicite pas la majoration de 15% liée au statut de bureau centralisateur du canton. Le conseil municipal est invité à approuver ces montants et les modalités associées. Je vais donc vous demander de voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. À l'unanimité, pardon. Ensuite, création et composition des commissions municipales.
Alors, j'indique que, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-22, vu la jurisprudence administrative constante imposant le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal dans les commissions municipales, considérant la composition du conseil municipal issue des élections municipales, distinguant un groupe majoritaire et un groupe minoritaire, considérant la nécessité d'assurer une représentation pluraliste et équitable au sein des commissions municipales, considérant que la répartition proposée, 7 sièges pour la majorité et 4 sièges pour la minorité, outre la maire présidente de droit, respecte la représentation proportionnelle au regard de la composition de l'Assemblée délibérante. Considérant que les membres des commissions peuvent être désignés selon les modalités prévues par le conseil municipal, soit par accord, soit par vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc je propose de créer 4 commissions municipales permanentes. La première commission est intitulée Commission ressources et vie locale. La seconde, Commission cadre de vie et infrastructure. La troisième, Parcours de vie et solidarité. Et la quatrième, Aménagement et proximité. Chaque commission est composée de 12 membres répartis comme suit. La maire, présidente de droit, 7 membres issus de la majorité municipale Moëlan-Autrement, 4 membres issus de la minorité municipale Moëlan Partageons l'avenir. Cette répartition est conforme au principe de représentation proportionnelle des différentes sensibilités du conseil municipal. Excusez-moi, les allergies ont raison de moi ces temps-ci. Je rappelle que les commissions municipales sont présidées de droit par la maire ou de son représentant, sont convoquées par la maire ou l'adjoint délégué, ont un rôle consultatif, ne peuvent prendre aucune décision engageant la commune. Chaque groupe politique a présenté une liste de candidats conforme à la répartition fixée précédemment. Il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée par la désignation des 12 membres des 4 commissions. Donc je vais vous demander de voter à main levée si tout le monde est d'accord par rapport donc, à la désignation des 12 membres des 4 commissions. Donc qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Alors ensuite, je vais vous lire les différentes commissions avec les compositions. Dans la commission ressources et vie locale du groupe majoritaire, Gilles Jourdain, Laurence Riwal, Sylvie Ista, Gwenaëlle Bierry, Philippe Burban, Michael Gouillec, Kevin Sinik. De la liste minoritaire, Christelle Fénéon, Franck Chanvril, Gabriel Bolou, Julien Destremont. Pour cette commission, je vais vous demander de voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Deuxième commission qui concerne la commission cadre de vie et infrastructure. Liste majoritaire. Nous retrouvons Christophe Noger, Philippe Harel, David Leport, Kevin Sinik, Armel Rousseval, Jean-François Mélin, Nicolas Montfort. De la liste minoritaire, Christelle Fénéon, Sylvie Ledouéron, Gwenaëlle Herouette, Xavier Lebrise. Je vais vous demander de voter à main levée. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Troisième commission, intitulée Parcours de vie et solidarité. Nous retrouverons de la liste majoritaire Sylvie Cornoux, Sandrine Quentin, Claire Ben-Simon, Anne Kerdeluet-Furic,
Armel Roosevelt, Michael Gouillec, Morgane Naour. De la liste minoritaire, Sylvie Ledouéron, Gabriel Bolou, Gwenaëlle Herouette, Julien Destremont. Qui vote pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Quatrième et dernière commission, la commission aménagement et proximité. Nous retrouverons dedans donc Solène Boulanguet, François Plouette. Alors Philippe Burban à la place de Philippe Harel, ça a juste été une erreur en fait de frappe. Laurent Baolet, Jean-François Mélin, Morgane Naour, Gwenaëlle Bierry. Pour la liste minoritaire, nous retrouvons Christelle Fénéon, Gwenaëlle Herouette, Xavier Lebrise et Franck Chanvril. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant, nous allons passer à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Donc j'indique que selon l'article L 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. Dans sa rédaction, l'article L 1414-2 donc du Code général des collectivités territoriales précise que le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L 1415. Soit pour Moëlan-sur-Mer, commune de plus de 3500 habitants, par l'autorité habilitée à signer les marchés, donc moi-même en tant que présidente de droit, et 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidatures prennent la forme d'une liste avec les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges. Les listes peuvent cependant comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Je précise qu'en tant qu'autorité habilitée à signer les marchés, la maire est présente de droit. Il vous est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants à la commission d'appel d'offres par scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc devant vous, vous avez des bulletins. Donc avec la liste A, où sont mis pour les titulaires Laurence Riwal, François Plouette, Sylvie Ista, Philippe Harel. Les suppléants David Leport, Gwenaëlle Bierry, Armel Roosevelt et Solène Boulanguet. Et pour la liste B, en titulaire Xavier Lebrise, Christelle Fénéon, suppléants Franck Chanvril et Julien Destremont. Donc je vais vous demander de glisser dans les enveloppes qui se trouvent devant vous le bulletin des listes A ou B et Kevin va faire le tour avec l'urne et vous allez glisser votre enveloppe dans l'urne. Ça sera l'enveloppe marron et pas la bleue.
Ok. Nous allons procéder au dépouillement. Liste A. Liste A. Liste B. 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 Liste A. 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 Donc sont élus titulaires Laurence Riwal, François Plouette, Philippe Harel, Sylvie Ista en tant que titulaire pour la liste A. En tant que suppléants de la liste A sont élus David Leport, Gwenaëlle Bierry, Armel Roosevelt, Solène Boulanguet. Pour la liste B est élu titulaire Xavier Lebrise et suppléant Franck Chanvril. Ensuite, nous allons passer à la détermination du nombre de membres au Centre communal d'action sociale, CCAS. Donc j'indique que le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif présidé par la maire. Son conseil d'administration est composé de membres élus parmi les conseillers municipaux ainsi que des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation
ou de développement social menée dans la commune, conformément au Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L. 123-6 et R. 123-8. Chaque renouvellement du conseil municipal entraîne une élection des nouveaux membres du conseil d'administration du CCAS. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal. Il est précisé que leur nombre ne peut être inférieur à 16, ce qui ne peut être inférieur à 8, et qu'il doit être pair, puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Pour les désignations par la maire, le nombre ne peut être inférieur à 4, considérant que doivent figurer à minima un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 10 le nombre de membres au conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal, à savoir 5, en plus de la maire, présidente de droit, et de l'autre moitié par la maire, 5. Donc là, je vais vous proposer de voter à main levée par rapport à ce que je viens de vous annoncer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ensuite, désignation des membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. J'indique que le conseil d'administration du CCAS est présidé par la maire. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Je rappelle la délibération précédente portant détermination du nombre de membres élus à 5. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des 5 membres élus au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc devant vous, vous retrouvez la liste A qui présente Sylvie Cornoux, Claire Ben-Simon, David Leport et Armel Rousseval. Et sur la liste B se présentent Julien Destremont, Gabriel Bolou, Gwenaëlle Herouette, Sylvie Ledouéron, Franck Chanvril et Christelle Fénéon. Donc je vais vous demander de glisser dans l'enveloppe devant vous le bulletin liste A, liste B.
Merci Kevin. Liste A. 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 Liste B. Liste B. Liste B. Liste B. Liste B. Liste A. Liste B. Liste B. Liste A. Donc sont élus membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale Sylvie Cornoux, Claire Ben-Simon, David Leport, Armel Rousseval et Julien Destremont. Ensuite, nous allons passer à la nomination des représentants de la collectivité au sein du comité social territorial. Ah non, excusez-moi, il y a le point juste avant que j'ai oublié, c'est pour Laurence. Donc le point concerne la désignation des membres à la commission communale des impôts directs, la CCID. J'indique que l'article L165 du Code des impôts prévoit la création d'une commission communale des impôts directs, la CCID, composée du maire ou l'adjoint délégué ainsi que 8 commissaires. Les commissaires sont désignés par le directeur des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions et dressés par le conseil municipal. À la demande de Madame la maire, je précise que cette commission sera présidée par moi-même, adjointe aux finances, à la commande publique et aux devoirs de mémoire. La liste des contribuables remplissant les conditions requises est la suivante. Monsieur Marcel Patrick,
Madame Pennec Florence, Monsieur Le Torec Yves, Monsieur Ledoz Jacques, Madame Couliou Hélène, Monsieur Burban Philippe, Madame Landrin Christine, Madame Loarer Gwenaël, Monsieur Lehirès Jean-Yves, Monsieur Noël Jacques, Monsieur Wadek Élie, Monsieur Clugéry Yves, Madame Lozakmer Patricia, Madame Jacob Yolande, Monsieur Plouette François, Madame Offrette Brigitte, Madame Gargui Michel. J'indique que le directeur départemental des finances nommera dans cette liste les membres et pourra être amené à la compléter. Je précise que cette commission sera notamment consultée en 2026 pour les valeurs locatives des locaux d'habitation. Donc nous allons procéder à un vote à main levée. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc vote à la majorité. Nous allons passer à la nomination des représentants de la collectivité au sein du comité social territorial. Je rappelle aux membres du conseil municipal que la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 a institué le comité social territorial, donc le CST, nouvelle instance unique issue de la fusion des comités techniques, CT, et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSTC. Le décret CST numéro 2021-511 du 10 mai 2021 et l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 fixent le règle réglementaire. Le comité social territorial est compétent pour les questions relatives à l'organisation du travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail et est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. La délibération numéro 29-2022 du 11 mai 2022 a instauré la parité du nombre des membres du collège représentant du personnel et de la collectivité à 4 membres par collège. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, si. Bonsoir. Par mail, le 30 mars, Gwenaël Herouet vous a sollicité afin que le comité social territorial, CST, soit ouvert à un élu de la minorité. À ce jour, cette question est restée sans réponse, hormis la délibération qu'on vote ce soir. Pour la compréhension de tous, le CST, pour les salariés du privé comme moi, c'est l'équivalent du CSE dans les entreprises où se rencontrent les représentants syndicaux et la direction, l'employeur. Compte tenu des résultats des municipales, qui est presque un match nul, nos 2 équipes représentent chacune la moitié des habitants de Moëlan-sur-Mer, ce qui nous oblige à un exercice équilibré de nos mandats. Comme vous le rappelez dans la délibération, le CST a notamment en charge les conditions de travail des agents de la commune et a donc ainsi un impact direct sur le service rendu à la population. C'est pourquoi il nous semble indispensable, par souci de représentativité et de transparence, que la moitié des habitants y soient représentés par un membre de notre équipe. La loi n'y contraint pas. En revanche, elle laisse le conseil municipal libre de désigner les membres. Donc c'est un choix, ce n'est pas une interdiction légale. Ceci étant dit, ce n'est pas trop tard, puisque les conseils municipaux peuvent toujours amender les délibérations en cours de séance. Je crois que Christelle voulait prendre la parole aussi. Oui, bonjour à toutes et tous, dont je souscris bien sûr pleinement à ce qui vient d'être dit par Julien, comme nous toutes et tous ici. Pour renforcer ton propos, Julien, je souhaitais juste préciser pourquoi cette présence au sein du CST nous tient particulièrement à cœur, en rappelant quelques réalisations majeures qui sont intervenues durant le mandat précédent. L'amélioration des conditions d'emploi des agents communaux, du dialogue social et de la qualité du lien entre élus et services a été au cœur de nos préoccupations tout au long du mandat 2020-2026. Ainsi, de nombreuses avancées ont permis de renforcer la qualité de vie au travail et l'attractivité de la collectivité
lors des recrutements notamment. Je citerai un dialogue donc social apaisé et constructif au sein du CST, des prestations sociales renforcées pour l'ensemble des agents avec l'adhésion au CNAS, Comité national d'action sociale. Moëlan était la dernière commune du territoire intercommunal à ne pas avoir adhéré. Un régime indemnitaire réévalué. Là encore, Moëlan était à la traîne lorsqu'on s'est occupé de ce sujet. Une charte télétravail, un protocole temps de travail, la mise en place de séances de sport et d'ostéopathie pour les agents, la création d'une journée des services afin de renforcer la cohésion des équipes, l'aménagement d'une salle de pause en mairie, la commune manquant à ses obligations jusque-là, ainsi que tout un travail sur l'ergonomie des postes de travail avec notre responsable prévention et celle de Quimperlé Communauté qui était présente à chacun des CST, mais aussi pour rendre un service public plus efficace et moderniser l'administration. Je citerai, et j'en ai plus pour très longtemps, des créations de postes qui faisaient manifestement défaut, notamment aux finances, à l'administration générale, à la communication, à l'accueil des ports et du CCAS, des emplois déprécarisés autant que possible, des services réorganisés et renforcés, ainsi qu'un recours accru aux formations. Autant de points qui ont été travaillés et vus en CST tout au long du mandat précédent. J'arrête là l'énumération, mais cela nous a semblé important de rappeler notre attachement sincère à cette instance et, j'ose le dire, nos connaissances et compétences en la matière, compte tenu de notre expérience passée. Merci. Alors, pour répondre à pourquoi nous sommes restés sur 4, nous sommes restés sur le système que vous avez voté en 2020. Voilà. Ceci dit, nous vous proposons que lors du Conseil du 10 juin 2026, nous puissions délibérer sur le fonctionnement du CST qui permettra d'en rediscuter et éventuellement de vous intégrer au comité du CST. Si cela vous va. Merci. Alors, pour les personnes que nous présentons au CST, en tant que titulaires, Annelle Joliffe, Sylvie Cornoux, Gilles Jourdain, Solène Boulanguet. En tant que suppléants, Claire Ben-Simon, François Plouette, Philippe Harel et Philippe Burban. Donc nous allons voter à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Vote à la majorité. À l'unanimité, pardon. Ça, c'est pour vous. Point suivant. Désignation des délégués aux organismes extérieurs. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-21 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de désigner ses représentants pour siéger au sein des organismes extérieurs auxquels la commune adhère ou participe, considérant la nécessité d'assurer la représentation de la commune au sein des 10 organismes, il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée à la désignation des délégués auprès des organismes extérieurs suivants. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, 2 titulaires plus 2 suppléants. Au conseil d'école, 1 membre, en plus du maire ou de son représentant. Au conseil d'administration du collège, 1 titulaire et 1 suppléant. Au comité de jumelage Liedenfels et Louisbourg pour 2 titulaires et 2 suppléants. La SCI, Coopérative d'intérêt collectif Énergie-Bois Sud-Cornouailles, 1 titulaire. Hôpital de Quimperlé, Conseil de vie sociale, 1 membre. Le CNAS, 1 membre. Et Association intermédiaire IDES, 1 titulaire et 1 suppléant. Alors, pour le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, sont proposés en titulaire Philippe Harel, Jean-François Mélin et en suppléant David Leport et Philippe Burban. Nous allons procéder au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité.
Au conseil d'école est proposée Sandrine Quentin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Au conseil d'administration du collège est proposé en titulaire Anaëlle Joliffe et en suppléant Sandrine Quentin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Au comité de jumelage, Lidenfels et Louisbourg, 2 titulaires, Gilles Jourdain, Sylvie Ista, 2 suppléants, Nicolas Montfort et Sylvie Cornoux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Pour la SCI, coopérative d'intérêt collectif, Énergie Bois Sud Cornouailles, est proposée Solène Boulanguet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Pour l'hôpital de Quimperlé, pour le conseil de vie sociale, est proposée Sylvie Cornoux. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Personne. Vote à l'unanimité. Pour le CNAS est proposée Anaëlle Joliffe. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Personne. Vote à l'unanimité. Et l'association intermédiaire IDES est proposée en tant que titulaire Sylvie Cornoux et en tant que suppléant Claire Ben-Simon. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Nous allons passer à la désignation du correspondant défense. Il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée pour désigner un correspondant défense qui aura notamment en charge l'information sur les questions défense, le parcours citoyen avec le recensement, les liens avec les associations d'anciens combattants, les autorités civiles et militaires du département et de la région, le devoir de mémoire. Je propose la candidature de Madame Laurence Riwal. Je vais vous demander de voter à main levée. Qui est pour? Qui est contre? C'était pour? D'accord. Et qui s'abstient? Personne. Donc vote à l'unanimité. Ensuite, nous allons passer aux désignations du représentant permanent à la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Je rappelle que la commune de Moëlan-sur-Mer est actionnaire de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable, mais qu'elle ne dispose pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur. De ce fait, notre collectivité a le droit à une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée à la désignation du représentant à l'Assemblée spéciale de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. À ce titre, je propose la candidature de Madame Solène Boulanguet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ensuite, nous passons à la nomination des représentants à l'agence France Locale Garantie d'emprunt 2026. Je rappelle que la commune de Moëlan-sur-Mer a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 31 janvier 2024. L'objet de la présente délibération est de désigner des représentants titulaires et suppléants à l'Assemblée générale de l'Agence France Locale, société territoriale. Il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée à la désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant de la commune de Moëlan-sur-Mer à l'Assemblée générale de l'Agence France Locale, société territoriale. Je propose la candidature en tant que titulaire de Laurence Riwal et de suppléant François Plouette. Qui est pour? Contre?
Qui s'abstient? Personne. Vote à l'unanimité. Je vais ensuite passer la parole à Gilles Jourdain en ce qui concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association des parents d'élèves de Kermoulin. Alors, l'association des parents d'élèves de Kermoulin sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la commune de Morillan-sur-Mer dans le cadre de l'organisation d'une chasse aux œufs le 12 avril prochain en après-midi. Cet événement à destination de tous les enfants moëllanais aura lieu au jardin public. 2 espaces distincts sont prévus, un pour les enfants en bas âge et un autre pour les plus grands. Les membres de la collégiale et les bénévoles de l'APK prévoient également de vendre des gâteaux, des boissons, ainsi qu'une animation musicale. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association des parents de Kermoulin pour l'organisation de cette chasse aux œufs du 12 avril 2026. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette subvention exceptionnelle? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Vote à l'unanimité. Alors ensuite, concernant le point taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux vacants, donc cette délibération est retirée de l'ordre du jour. S'il vous plaît. Oui, Monsieur Chambril. Je dois reconnaître que sur cette décision que vous nous avez transmise en fin de semaine dernière, vous nous avez fait emprunter l'ascenseur émotionnel. Vous avez un petit peu gâché notre week-end pascal. Je trouve que le moins que l'on puisse vous demander, Madame la maire, serait de nous expliquer ce qui vous amène finalement à retirer ce bordereau de l'ordre du jour de la séance. En fait, quand nous avons décidé d'augmenter donc cette taxe, c'était plus pour répercuter sur les logements vacants. Et si vous voulez, pour un petit peu, pas forcément ne faire que du profit en augmentant, mais aussi pouvoir un petit peu libérer les logements vacants et que ce soit susceptible après d'être ou vendu ou que ça ait un autre emploi, les logements vacants. Sauf que tout n'avait pas été porté à notre connaissance. Et on ne savait pas qu'on était donc en zone tendue depuis 2024 et que les 2 taxes n'étaient plus reliées en fait. Si on augmentait la taxe, nous on voulait augmenter les 2 taxes, mais c'était plus relié. Donc on ne pouvait pas augmenter la taxe sur les logements vacants, on ne pouvait faire que sur la taxe d'habitation. Et donc pour notre début de mandat, il était hors de question. On veut d'abord se projeter un petit peu, voir si on peut se passer des augmentations de taxes. C'est sûr que pour tout le monde, ils s'en porteront que mieux. Donc c'est pour ça qu'on a retiré cette taxe. Alors est-ce que ça répond à ta question ? Je peux prendre la parole ? Oui, ça répond à l'une de mes questions. J'en avais bien d'autres, à vrai dire. Je suis un peu surpris en fait, que vous ayez fait cette confusion parce qu'on avait laissé une note assez précise au service le 27 février dernier sur le sujet, très clairement. Et effectivement, pour nous, le vrai sujet dont il va falloir que vous vous empariez et dont nous débattions, c'est bien le devenir de la taxe, la nouvelle, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Oui. Nous sommes en zone tendue. Actuellement, c'est un taux de 17% l'année 1 et de 34% l'année 2. Nous aurons à débattre avant le 1er octobre de la possibilité de porter ce taux à 30% l'année 1 et 60%. J'ajoute, et c'était écrit dans la note que nous avons laissée, sujet que nous avons abordé au moment où nous avons eu un temps de transition, j'ajoute qu'il y a aussi un sujet technique lié à cette question fiscale qui effectivement est d'importance pour travailler à l'offre de logements et libérer un maximum de logements, si possible, dans le parc locatif, et donc faire en sorte qu'on ait le moins de logements vacants possible. Le sujet dans le sujet, c'est de s'emparer de la plateforme Zéro Logement Vacant, qui offre une possibilité de véritable observatoire de la vacance du logement. À l'échelle d'une commune comme la nôtre, je pense que c'est un sujet sur lequel il serait bon de flécher des moyens humains, voire même un stagiaire, pour avoir assisté à un webinaire, pas plus tard que ce matin encore. C'est vraiment un outil pertinent et qui permet surtout de suivre et de faire des campagnes de recensement et des enquêtes pour comprendre pourquoi ces logements vacants. Voilà. Donc voilà, je suis heureux par ailleurs que vous ayez retiré ce point de l'ordre du jour. J'allais vous le demander, à vrai dire, parce que au-delà de l'opportunité que vous alliez éventuellement proposer au vote ce soir,
permettez-moi de vous dire que de proposer un sujet comme ça sans débat préalable en commission, c'est somme toute un peu cavalier, c'est surtout attaquable, juridiquement. Écoute, j'ai rien à dire de plus. Voilà. Après, il faut reconnaître qu'on est tout fraîchement en poste et que si je vous remets 6 ans en arrière, à 3 semaines de l'élection, vous auriez peut-être fait les mêmes erreurs qu'on a pu faire là. Sûrement pas, madame. Pas sur un sujet aussi grave que la fiscalité. Précipiter une décision comme celle-là, sans avoir au moins la lucidité de proposer un débat préalable en commission, excusez-moi, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être élu depuis 6 ans pour se poser cette question-là. Monsieur Chanvril, je pense que la fiscalité, vous la maîtrisez plus, parce que de par votre profession. Maintenant, ce débat sera à échanger en commission finance. Voilà, nous l'avons retiré, c'est le principal. Mais c'est évident qu'on sait très bien qu'on aura un débat avant le 1er octobre 2026. Et ça, il n'est pas exclu qu'on le fera de toute façon. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment nous annoncer le lundi qu'il fallait qu'on débatte. Bon, ça a été un petit peu rapide. On a pris une décision. Et en fait, après, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Bon, on a fait machine arrière. Ça arrive à tout le monde. Comme elle dit Madame la maire, on est fraîchement élu. Et bon, des fois, il ne faut pas se précipiter. Et puis, il vaut mieux annuler plutôt que de faire une erreur. Voilà, tout simplement. Erreur reconnue, à moitié pardonnée. Très bien. À moitié. J'ai dit qu'à moitié. Ensuite, point suivant concernant le handicap. Agenda d'accessibilité programmé, rapport annuel 2025, qui va vous être présenté par Claire Ben-Simon, qui est en charge du handicap. Alors, l'article L 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 21, stipule que les communes de plus de 5000 habitants créent une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. En application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complétée par la loi du 10 juillet 2014, la commission communale d'accessibilité de Moëlan-sur-Mer a donc été instituée par délibération numéro 069-2020 du Conseil municipal du 16 décembre 2020. Puis sa composition a été modifiée par délibération numéro 074-2021 du Conseil municipal du 15 décembre 2021. Cette commission a pour mission non seulement de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, mais également de faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Dans ce cadre, elle doit établir un rapport annuel présenté en conseil municipal, transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. La commission communale pour l'accessibilité s'est réunie le 5 mars 2026 et s'est vue présenter le rapport joint en annexe. Si vous avez des questions, je me permettrai de passer la parole à Madame la maire. Oui, Christelle ? Oui, vous ne nous présentez pas du tout le rapport, là. Le rapport, vous l'avez eu oui, en tout à fait. pièce jointe, donc non, on ne va pas le projeter ce soir. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de dire Claire ? J'avais des précisions à apporter, en fait. Nous souhaitions profiter de ce rapport 2025 qui clôt quasiment, mais pas totalement, les réalisations du mandat précédent en matière d'accessibilité et d'aménagement inclusif de l'espace public pour rappeler quelques points qui le méritent. Rappelez déjà que ça va bien au-delà de la notion de handicap, puisque tout ça est fait pour les PMR et que les personnes à mobilité réduite englobent les mamans avec poussette, les personnes qui ont un plâtre, qui ont du mal à se déplacer pour X raisons. Donc ça concerne vraiment énormément de gens dans la population. J'ai mélangé mes feuilles. Voilà, je voulais vous dire que premièrement, au cours du mandat précédent, les travaux officiellement prévus à l'agenda d'accessibilité programmé
de la commune ont été terminés durant le mandat qui vient de s'achever. Deuxièmement, que si on ajoute les montants concernés par le présent rapport qui nous a été distribué et ceux des rapports 2021, 2022, 2023, 2024, on arrive à un total supérieur à 1,5 million de travaux réalisés sur le mandat 2020-2026 pour rendre les bâtiments communaux et l'espace public plus inclusifs, ce qui est loin d'être anodin, vous en conviendrez. Quelques réalisations majeures à rappeler: l'accessibilité aux abords de la mairie, du cimetière du Bourg, de l'église Sainte-Melaine et de la chapelle Saint-Philibert, la mise en accessibilité de l'ensemble des sanitaires publics, bourgs, ports, plages, jardins publics et centres culturels, la création de sanitaires PMR dans nos installations sportives et de loisirs, le nouvel espace jeune et ses aménagements intérieurs et extérieurs entièrement accessibles, la rénovation de trottoirs, notamment à Kergrouez sur un long linéaire, de nouveaux lieux de vie accessibles aux personnes à mobilité réduite et dotés d'équipements inclusifs, tables, jeux, tunnels sensoriels, passerelles accessibles, aux jardins publics réhabilités, au bourg, ainsi qu'au nouveau square André Angot à Kergrouez, le nouvel accueil de la mairie, la salle des mariages et son patio. J'arrête là l'énumération, mais le fait de faire des listes a parfois du bon, notamment pour la mémoire. Merci. Donc là, ce n'est pas un vote, c'est une prise d'acte. Pas d'autres questions? Non? Ok. Nous allons passer donc aux questions diverses et je vais laisser la parole à Guénel Herouet. Oui, juste une question d'actualité, enfin de saison plutôt. Le frelon asiatique impacte considérablement les ruchers et plus largement l'ensemble des pollinisateurs. Sa présence se renforce sur les communes littorales, avec un risque pesant sur la santé publique. En 2025, l'équipe municipale précédente s'est réunie avec un noyau de personnes mobilisées pour tenter de fédérer cette lutte à l'échelon communal. En 2026, à l'initiative de quelques motivés, l'idée de réunir les acteurs de Moëlan et Clohars sur une stratégie commune est née et un collectif s'est formé. Un membre de votre équipe est venu à la première réunion, probablement à la suivante. Pour notre part, nous avons initié la première, avons souhaité mettre ce sujet hors du cadre politique de campagne électorale. Maintenant que vous êtes aux responsabilités, nous souhaitons connaître votre stratégie de lutte face aux risques croissants générés par cette espèce préoccupante, notamment dans le cadre du plan national de lutte. Donc déjà, pour rebondir là-dessus, on est bien conscient du risque sanitaire. Voilà, ça en va de la santé et de la sécurité de tous. On est bien conscient aussi de l'activité économique et l'enjeu qu'il y a derrière, notamment pour les apiculteurs. Mais je vais laisser Solène qui va développer le sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question qui nous permet de faire un point sur la lutte contre les frelons asiatiques à Moëlan. Et je sais que certains dans la salle vont être très intéressés par la réponse. Tout d'abord, je souhaite rappeler que nous n'arriverons plus à éradiquer cette espèce en France et que la pression du frelon asiatique sur les ruches du pays de Quimperlé est une réalité depuis maintenant plus de 10 ans. L'objectif est de réussir à limiter cette pression afin de préserver la biodiversité, les abeilles et les services qu'elles rendent aux écosystèmes, notamment la pollinisation. La saison dernière a été catastrophique pour les apiculteurs professionnels ayant des ruches à Moëlan. Ils ont perdu de 30 à 90% de leurs ruches selon l'emplacement de leurs ruchers sur la commune. Depuis que Quimperlé Communauté a cessé de coordonner la lutte contre le frelon asiatique sur le territoire et a cessé de prendre en charge financièrement la destruction des nids, cela a augmenté. Certaines communes de l'agglomération se sont emparées de ce sujet, mais sans réelle coordination entre elles, ce qui est très regrettable. À Moëlan, en effet, des habitants se sont auto-organisés pour gérer cette lutte. J'ai participé à la réunion du collectif d'habitants en février dernier, comme vous l'avez mentionné. Franck Chandril m'a transmis les informations sur ce dossier le 28 mars, et je l'en remercie. J'ai rencontré le collectif d'habitants le 1er avril, et j'ai fait le point le 3 avril avec le directeur des services techniques concernant la commande qui avait été demandée sur des grilles Néopie afin de réaliser des pièges sélectifs contre les frelons. Les grilles Néopie sont préconisées dans le plan national de lutte contre le frelon asiatique que vous avez mentionné et qui est sorti le 27 mars dernier. Et une centaine de grilles a été commandée. J'ai validé la commande cette semaine. Une partie sera mise à disposition des piégeurs du collectif dès que nous les recevrons. Les grilles Néopie seront alors distribuées en échange du nom des personnes, de leurs coordonnées et d'un engagement sur la remontée d'informations, le nombre de frelons piégés et la localisation des pièges, cela afin de pouvoir cartographier les nids.
Le collectif d'habitants a prévu d'organiser des ateliers à destination des habitants afin de leur apprendre à réaliser ce piège. Mais rassurez-vous, les piégeages des nids primaires par les habitants volontaires ont déjà commencé depuis la réunion de février. Et côté mairie, nous allons communiquer sur le piégeage des frelons et la destruction des nids au fil de la saison. Et plus largement, nous communiquerons aussi sur les espèces exotiques envahissantes, car au-delà du frelon asiatique, il y a aussi la renouée du Japon et l'herbe de la pampa, que vous pouvez voir actuellement sur beaucoup de nos bords de route, contre lesquels nous devons mener une action afin de limiter leur prolifération et leur impact négatif sur les sols et sur les espèces endémiques de notre territoire. Nous informerons et ferons de la pédagogie sur les bonnes pratiques, notamment de ne pas déplacer les végétaux, ne pas les emmener en déchetterie, utiliser des espèces qui vont entrer en compétition avec ces plantes invasives, entre autres actions à mettre en place par les habitants et les Moellanais. Nous aurons l'occasion de parler de ce sujet en commission aménagement et proximité et de vous tenir informés des initiatives prises, et notamment avec le collectif d'habitants. Est-ce que ça vous va pour le retour ? L'idée était que vous l'évoquiez, parce qu'on est dans la période, et puis voilà, donc c'est fait, c'est très bien. Merci. Alors, en ce qui concerne donc la deuxième question, nous savons que nous n'en sommes qu'au deuxième conseil municipal et que la mise en route prend du temps. Si vous n'avez pas encore travaillé les sujets qu'on va aborder, vous pourrez bien entendu nous répondre lors du prochain conseil. Mais si vous avez déjà une position sur certains points, nous sommes preneurs. Notre question porte sur plusieurs projets lancés par l'équipe précédente qui peuvent encore être arrêtés ou modifiés. On voudrait savoir quelles sont vos intentions sur les ombrières photovoltaïques sur le parking de l'Ellipse. Le projet est engagé, vous avez tout le dossier, mais son avenir reste entre vos mains. L'école de Sœurs, le permis a été déposé, mais la signature de la vente doit encore intervenir. La résidence senior autonome à Mentoul, le permis a été accordé, les entreprises consultées, mais la signature de la vente doit encore intervenir très rapidement pour garder le bénéfice de subventions. Donc, pouvez-vous nous donner votre position par rapport à ce sujet-là? Il y a ensuite le passage du Charron, on en a parlé tout à l'heure, lors des délégations de Madame la maire. Une étude vient d'être lancée. Est-ce que vous souhaitez aller au bout de ce projet? Ensuite, en ce qui concerne la voirie au cœur des bourgs, Kergouès et Pontarlier, donc les Grandes Landes et la rue des Grandes Landes et Pontarlier. Donc pour la requalification de ces quartiers, nous avions intégré des options dans les marchés publics, précisément pour laisser aux prochains élus la liberté de leur choix. Donc entendez-vous lever ces options et poursuivre les travaux? Voilà, merci pour les précisions que vous pourriez nous donner. Alors déjà, je te remercie de souligner que nous sommes fraîchement installés et que les dossiers n'ont pas forcément été creusés en long, en large, en travers. Mais nous avons déjà des questions à vous apporter. Et concernant des réponses, pardon. Et concernant l'installation d'ombrières photovoltaïques, c'est Solène qui va répondre. Oui, concernant ce dossier, donc le contexte de la guerre au Moyen-Orient nous encourage à maîtriser nos dépenses énergétiques et nous invite à davantage de souveraineté dans notre production énergétique. Nous pourrons aussi en reparler en commission aménagement et proximité, mais une réunion sous quinzaine est prévue avec les services de Quimperlé Communauté, ainsi que des échanges avec le SDEF, suite à la confirmation notamment le 30 mars dernier, donc tout récemment, par le Conseil d'État de l'exonération de l'accise pour l'autoconsommation collective qui rendrait du coup le projet plus rentable. Donc on ne manquera pas de vous tenir informé dans le cadre de cette commission. Alors ensuite, pour répondre à la question concernant la construction de 17 logements publics, 14 appartements et 3 maisons de ville en lieu et place de l'école des Sœurs à Kergouès, on est en attente d'un rendez-vous avec le bailleur. Donc nous ne sommes pas contre ce projet. Donc la réponse sera donnée ultérieurement une fois qu'on aura eu le rendez-vous avec le bailleur et qu'on en saura plus sur le dossier. Ensuite, concernant la construction de la résidence senior autonome de Mentoul, donc sur le terrain des anciens services techniques, il
il y a un souci par rapport au foyer jeunes travailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir, je pense. Donc là, nous sommes en attente d'un retour, en fait, d'un potentiel repreneur sur ce projet-là. Donc, pareil, affaire à suivre quand on en saura plus. Oui, pour le coup, elle peut se faire sans le foyer jeunes travailleurs. En fait, elle peut se faire sur un projet de jeunes actifs, en fait. Donc, ça, pour le coup, ça peut se faire aussi avec eux. Mais là, les partenaires, on ne les a pas encore rencontrés, donc on ne peut pas répondre encore à cette question-là et au devenir de ce bâtiment-là. J'essayais simplement de vous alerter que c'est un dossier qui est urgent parce qu'il y a des subventions qui risquent de passer à la trappe si les décisions ne sont pas prises rapidement. Voilà. Concernant le projet d'aménagement urbain en cœur de bourg, donc en face de la mairie, de l'autre, donc côté passage du Charon. Donc l'étude est en cours avec le cabinet Sinopia. Donc nous sommes en attente du retour du cabinet d'études. Voilà. Et concernant la voirie, l'apaisement de la circulation et le développement des mobilités douces au cœur du bourg, enfin au cœur des bourgs, pardon, notamment donc rue des Grandes Landes et de Cargouez, enfin à Cargouez et rue de Pontarlier au bourg. Donc vous nous sollicitiez par rapport aux phases optionnelles. Il faut savoir que oui, c'est des phases optionnelles. Si on ne va pas au bout du projet dans l'intégralité, on perd les subventions. Donc effectivement, nous irons jusqu'au bout des projets. Voilà. Merci. Mais ce sera des sujets qui seront où on va les réévoquer en commission. Alors oui, juste pour souligner, les travaux de la rue de Pontarlier ont débuté depuis aujourd'hui, et ce pour 13 semaines. Donc forcément une déviation qui impactera chacun d'entre nous. Voilà. Donc l'ordre du jour étant écoulé, le conseil municipal est donc clos. Nous allons donc suspendre l'enregistrement avant de passer au quart d'heure citoyen.